Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs dans 60 minutes pour comprendre. C'est le numéro 42 déjà de 60 minutes pour comprendre. Je ne vous remercierai jamais assez de votre fidélité. Nous sommes le jeudi 29 octobre et comme tous les soirs, dans 60 minutes pour comprendre, nous essayons de décrypter pour vous, de vous donner des clés de lecture de ce qui fait l'actualité nationale et internationale. Et comme tous les soirs, nous le faisons en compagnie d'invités, d'observateurs et d'experts nationaux et internationaux. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Madame Hakima Al-Hayfi, vous êtes ministre déléguée chargée de l'environnement. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-François Etienne, vous êtes président d'Unilever Maghreb. Abdelrahim Ksiri, vous êtes coordinateur au comité de pilotage pour le climat, le développement durable et vous êtes président de l'association des sciences et vie de la Terre. Nous ne sommes plus qu'à quelques semaines du grand rendez-vous international sur l'environnement, la COP21, qui s'ouvrira à Paris le 30 novembre prochain. Le Maroc, qui recevra la COP22 l'année prochaine, en 2016, est particulièrement actif en matière d'engagement environnementaux. L'occasion aujourd'hui de faire le point sur les enjeux en termes d'environnement au Maroc, mais à l'international, et de dresser un état des lieux de la COP21 à la COP22. Quelle transition pour le Maroc en matière d'environnement? C'est le titre de l'émission de ce soir. Le Maroc, ses plages paradisiaques, ses hectares de forêt et ses innombrables sites naturels font rêver. Mais parfois, la poésie de cette symbiose naturelle se transforme en scène chaotique et cauchemardesque. Et pour cause, le royaume est en plein boom, démographique, économique et donc industriel. Commençons par les effets de l'accroissement démographique. Chaque année, on estime la quantité de déchets à un peu plus de 5 millions de tonnes, soit un volume par habitant, 260 kilos de déchets jetés chaque année. Des déchets qu'on a souvent du mal à gérer, mais la pollution ne se limite pas à ce qu'on consomme. Il y a le poids de l'industrie. Entre les industries de transformation qui déjectent quotidiennement leur lot de déchets liquides, solides et gazeux. Et qui dit transformation, dit matières premières. On fait allusion ici aux phosphates, mais aussi aux mines et autres carrières. Il faut savoir que ce secteur compte pas moins de 8000 entreprises. Pour l'artisanat, il suffit de faire un tour vers les tanneries du royaume pour le sentir. Sans oublier les déchets des chantiers de construction et ce que déversent les centrales thermiques et les raffineries d'hydrocarbures. Et puis, il y a la pollution marine. Fiers de nos 3500 km de côte, nous sommes plus que jamais confrontés au problème universel de la pollution marine. Bref, on pollue beaucoup au Maroc. Alors que font les autorités pour y remédier? Eh bien d'abord, pour la question des déchets ménagers, un programme a émané du ministère de tutelle pour réaliser des décharges contrôlées et la collecte et le nettoiement de déchets ménagers à hauteur de 90%, le tout d'ici 2020. On ne peut pas parler de pollution sans évoquer les émissions de gaz à effet de serre. Le Maroc s'engage à réduire ses émissions de 13% d'ici 2030. Mieux, dans 10 ans, le Royaume compte produire la moitié de son électricité à partir d'énergies renouvelables. Car le risque est bel et bien là, surtout pour l'agriculture. L'Afrique et ses terres fertiles sera dans peu le continent le plus concerné par le changement climatique. Alors, madame, messieurs, on va essayer de comprendre déjà ce que c'est que la COP21, parce que le Maroc va y participer. On accueille la COP22 l'année prochaine. Les engagements du Maroc sont nombreux. On va essayer de les voir en détail. Mais avant, ce qui serait intéressant, c'est de faire un état des lieux d'un point de vue environnemental, que ça soit au niveau de la planète très rapidement et surtout au Maroc. Je vais juste lire un extrait d'un rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. L'Afrique sera le continent le plus concerné par le changement climatique d'ici 2050 et plus de 500 millions d'hectares de terre ont déjà été dégradés. Ma question est, faut-il s'inquiéter aujourd'hui pour le Maroc, Madame la Ministre? Écoutez, là vous touchez au changement climatique et donc vous touchez à une problématique qui est mondiale, qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de pays. C'est une problématique qui aujourd'hui représente le défi de ce siècle. Le Maroc est touché, ben oui, il est touché et nous le savons. Nous, Marocains, depuis déjà quelques décennies, nous avons des plans d'adaptation, que ce soit la politique de l'eau, la politique
politique agricole. Donc nous avons déjà enclenché tout un processus qui n'était pas forcément nommé ou sous la dénomination des changements climatiques ou de plans d'adaptation, mais nous avons des politiques qui ont été mises en place pour s'adapter justement à ces phénomènes de sécheresse récurrents que connaissait le Maroc, au manque de la ressource en eau, etc., etc. Maintenant, en parlant de changement climatique et du rapport du GIEC, plusieurs États sont menacés, le continent africain en particulier. Donc les États qui connaissaient des sécheresses vont connaître des sécheresses de plus en plus importantes et fréquentes. Les États insulaires sont menacés. Donc il y a des parties, des territoires au niveau mondial qui sont menacés et l'Afrique en fait partie. Abdelrahman Kseri. Oui. C'est sûr que les Marocains, ils savent très bien que la dotation en eau par habitant, qui était à 2000 mètres cubes par habitant par an, elle a diminué à 1000, puis maintenant elle est à 700, et ça va vers 500. Donc on va vivre la pénurie, ça c'est sûr et certain. Et c'est On pas l'a vu la uniquement... semaine dernière dans une émission où on sait que le Maroc est à 80% en stress hydrique. C'est ça. Et plus que ça, le Maroc, c'est 65% de zones désertiques, 90% qui sont des zones arides et semi-arides. Et les études, ils ont montré que pas mal de zones qui ont été moins arides, ils ont bousculé les dernières années vers l'aridité. Et d'ici 2020, il y aura une réduction des précipitations presque de 4%. Celle des ressources en eau, ce sera de 10 à 15%. Et pour les rendements céréaliers, la réduction est estimée à 10 à 50%. Et ceci pour un pays où l'agriculture qui s'étend sur 83% des terres agricoles. Donc là, aujourd'hui, on est clairement dans une situation où on peut se poser la question, parce que beaucoup de concitoyens marocains vont se dire, mais nous, pays émergents, pays en développement, est-ce qu'on est vraiment concerné par tous ces changements climatiques? On ira sur les différents types de pollution tout à l'heure, mais si on devait dire aux gens qui nous regardent, le Maroc, aujourd'hui, est vraiment concerné, menacé par le changement climatique? Absolument. On a parlé de l'eau, on a parlé de la sécheresse, mais... Qui dit changement climatique dit augmentation de la température de la Terre. Et par conséquent, qui dit augmentation de la température, dit sécheresse, dit pénurie des ressources en eau, ce que nous connaissons déjà au niveau national. Et ça, le Marocain le sait. Qui dit augmentation de la température, dit également sécheresse et par conséquent dégradation des terres. Et vous l'avez vous-même dit, reporté, le rapport du GIEC a montré qu'actuellement, il y a 500 millions de terres qui sont dégradées en Afrique à cause des changements climatiques. Et qui dit dégradation des terres et dessèchement des terres, dit également insécurité alimentaire. Et donc, qui dit augmentation de la température, dit élévation des niveaux des mers, parce que quand la température augmente, eh bien forcément il y a des fontes de neige, et par conséquent il y a une surélévation des niveaux de mer. Et là aussi, nous avons un Maroc qui est doté d'une ressource qui est extraordinaire, c'est le littoral, sur 3500 km, qui représente une opportunité de développement pour le Maroc, mais qui représente également une menace compte tenu des changements climatiques. Et donc les changements climatiques, je dirais, ne sont plus à démontrer. Au niveau mondial, 95% des scientifiques au niveau mondial se sont accordés sur les données scientifiques, sur les simulations scientifiques et sur les zones les plus menacées de ce monde, à savoir l'Afrique et le Maroc. Alors, intéressons-nous au Maroc. Jean-François Etienne, vous êtes ici en tant qu'industriel. On va parler des différents types de pollution qui peuvent toucher le Maroc. On a fait rapidement un aperçu de ce qui se passe à l'international. Aujourd'hui, on parle des émissions de gaz à effet de serre. Il y a des engagements qui vont être tenus. Mais aujourd'hui, quels sont les principaux types de pollution qui touche le Maroc aujourd'hui? Et là, je vous adresse à vous en tant qu'industriel, parce on verra tout à l'heure, vous nous présenterez un exemple de modèle qui a été mis en place dans l'industrie en termes de recyclage, mais l'industrie représente aujourd'hui beaucoup en termes de pollution? Alors, tout d'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais remercier la ministre de m'avoir convié à cette émission. Je suis très honoré d'être sur ce plateau à un moment où je crois que le Maroc démontre un leadership assez exceptionnel sur le plan environnemental et au centre des débats mondiaux. Donc, je suis ravi d'être là, honoré et fier d'être là.
Pour répondre à votre question, c'est difficile d'y répondre. Moi, ce que je peux constater, c'est ce qui se passe au sein de mon usine et dans la zone industrielle sur laquelle on est, qui est Sidi Bernoussi, où on se rend compte que, et je crois que personne n'est aveugle, il y a des problèmes environnementaux à régler. Je vais en citer deux, mais il y en a plein d'autres. Mais à mon avis, les deux principaux, il y a le problème de l'eau. Où vont les eaux qui sont rejetées par les usines, qui à mon avis est majeur. Et puis il y a le problème des déchets. Où vont les déchets, comment on traite les déchets. Voilà. Je cite ces deux-là. Après, il y a la pollution de l'air, il y a plein d'autres choses, mais je pense que ces deux-là sont, à mon avis, cruciaux quand on parle de réchauffement climatique et d'impact de l'industrie sur l'environnement. Alors, on reviendra sur l'exemple de votre industrie, justement, ce que vous avez mis en place. Mais alors, voilà, je vais m'adresser à vous, Madame la Ministre, à vous, Monsieur Xiri. Aujourd'hui, les principales sources de pollution qu'on peut avoir aujourd'hui au Maroc. On n'est pas un pays ultra industrialisé, mais est-ce que l'industrie représente une grande part de la pollution ? Bon, il y a une forte pollution industrielle. Les principales sources, bon, il y a d'abord la population, la démographie, donc qui de par l'accroissement démographique, de par le développement de la consommation au niveau national, est source de pollution aussi bien liquide que solide, les rejets des eaux usées, que de la pollution. Il y a bien entendu le tissu industriel. Il y a 8000 unités industrielles au Maroc et qui, jusqu'à présent, ne sont pas, je dirais, couvertes par une réglementation, notamment des normes de rejet des eaux usées industrielles dans le réseau d'assainissement ou même dans le milieu naturel. Et donc, nous avons effectivement un problème de pollution industrielle aussi bien liquide que solide, et dans certaines parties du territoire national, une pollution de l'air. Il y a qu'à voir l'axe Kenitra, Rabat, Casablanca, Mohamedia, Safi. Donc il y a des problèmes, je dirais, ponctuels, des poches qu'on appelle les points chauds, les points noirs de pollution atmosphérique. Et les problèmes de pollution au Maroc, je vais vous dire, ils sont divers. C'est la pollution urbaine, domestique, c'est la pollution industrielle, c'est la pollution artisanale également, parce qu'il y a des sources de pollution artisanale, les huileries traditionnelles, les potiers, le traitement du cuir, les tanneries. Et on a des problèmes de pollution qui ne sont pas dans leur volume très important comparé à c'est la question que j'allais vous poser aujourd'hui. Est-ce qu'on a des études d'impact oui, absolument, qui ne sont pas très importants. Mais le problème, c'est quand vous envoyez cette pollution à un milieu dont les capacités d'absorption sont diminuées ou faibles, là, l'impact est visible. Quand vous envoyez une pollution d'une huilerie ou 3 ou 4 huileries traditionnelles, c'est-à-dire la margine, dans un petit ruisseau, eh bien, il devient tout de suite noir. Et donc, sa pollution est visible. Avant, le Marocain était reposé sur les effets de dilution des oueds et des rivières de notre pays pour faire le travail. Aujourd'hui, nous sommes dans des situations de pénurie. Nous avons la majorité, je dirais, à 45%, et vous me corrigez, M. Xiri, une pollution, une dégradation de la qualité des ressources en eau, l'essentiel superficiel, l'essentiel de notre production en eau potable et les rechercher dans les nappes les plus profondes, parce que les ressources superficielles sont contaminées. Par conséquent, le coût de production de l'eau potable est plus élevé. Et donc aujourd'hui, nous avons des domaines et des milieux qui sont plus touchés que d'autres, comme l'eau, par exemple, qui est un des milieux les plus touchés par la pollution au niveau national, comme les eaux souterraines, toujours dans l'eau, le sol qui est contaminé, et on a un manque au niveau de la réglementation du sol. On n'a pas encore une loi sur le sol. Le littoral, qui n'est pas du tout contrôlé et qui subit tous les jours la pression de la pollution industrielle. C'est que c'est vrai. Oui, c'est sûr. Comme l'a dit Madame la Ministre, le problème du Maroc, c'est pas la contribution dans la pollution internationale, c'est moins de 1%. Oui. Mais le problème, même toute l'Afrique, c'est 4%. L'Afrique tout entière? Tout entière. Au niveau de la pollution atmosphérique. On parle bien de l'émission de gaz à effet de serre. Oui, gaz à effet de serre. Les États-Unis et la Chine, toutes les deux, c'est 45%. L'Union européenne, c'est 22%.
Donc c'est énorme. Les pays industrialisés, c'est 78%. Donc c'est énorme ce qu'ils rejettent comme pollution de l'air. Mais pour le Maroc, c'est un autre problème. Même s'ils sont apparemment minimes à l'échelle internationale, mais au niveau national, ils ont un impact très négatif. Alors justement, quels sont ces impacts? On a bien parlé de la pollution des nappes phréatiques, des eaux de surface. On a parlé de la pénurie d'eau, on a parlé des problèmes de la mobilisation parce que la plupart des eaux superficielles ont été mobilisées, donc il reste très peu, et ils sont plus difficiles, moins accessibles et plus coûteuses, mais en même temps, on a les nappes phréatiques qui sont polluées avec les eaux superficielles. Comme l'a dit Mme la ministre, 45% des points de mesure, ils sont de qualité mauvaise à très mauvaise. Ah, ça, c'est dangereux. Ouais, juste pour qu'on comprenne, quand on dit qualité mauvaise à très mauvaise, il y a quoi dans l'eau? Il y a quoi dans l'eau? C'est nocif? Il y a quoi exactement? Qu'est-ce qu'on retrouve? C'est des métaux lourds? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est surtout des pesticides. C'est la salinité. Il y a la salinité, il y a l'azote, ils sont très azotés. Donc il y a les polluants des produits agricoles. Et au niveau du milieu urbain, c'est un autre problème. Parce qu'il y a d'abord il y a 130 000 voitures qui sont vendues chaque année. Et donc, il n'y a pas assez d'aération au niveau des villes qui ont été construites avec des hauteurs élevées où la circulation de l'air qui est très faible. En plus de ça, pas mal d'unités industrielles qui ont été en marge des villes se sont trouvées au milieu des zones urbaines. Et donc l'impact, on a dans des zones jusqu'à 33% des enfants qui ont l'asthme. Et ça, c'est dangereux pour la population. On avait, c'est vrai, il y a un effort qui a été fait pour la qualité du gasoil, etc. Mais il y a énormément à faire pour le transport en commun. Les tramways sont un très bon exemple parce qu'on ne peut pas continuer à augmenter le nombre de voitures individuelles au milieu de villes où les espaces verts se font très rares et aussi où la circulation de l'air est trop faible. On en est aujourd'hui à parler de... on est à 3 millions, un parc de 3 millions de véhicules à peu près, un peu plus de 3 millions de véhicules. On en est aujourd'hui à parler de suréquipement en termes de voitures. Je veux dire, quand on est en France, on est à près de plus de 50 millions de voitures. Écoutez, on y réfléchit. Oui. Il y a un travail, d'ailleurs il y a une initiative du ministère de l'Intérieur cette année, vous êtes au courant certainement, de rénovation du parc véhicules, notamment du transport, des taxis. Ça se fait au forceps, hein, c'est difficile. Hein. Voilà, c'est difficile, mais bon, on y travaille. Il y a aussi un travail qui se fait en marge ou en préparation pour la COP22, c'est la coalition de la voiture écologique et électrique, et donc il y a des mesures qui sont prévues. Il y a 16 mesures qui sont prévues, qui sont en discussion dans le cadre de ce groupe de travail, qui vont être proposées au ministre du Transport, et nous espérons que d'ici la COP, on aura des actions concrètes. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui, je vous écoute et je me dis, est-ce qu'on est prêt à avoir des considérations comme ça? Est-ce que ce soit la population, que ce soit les industriels, que ce soit les autorités, sont prêts aujourd'hui, avec tous les chantiers qu'ils ont à gérer? Est-ce que vous arrivez à faire passer un message comme ça aujourd'hui environnemental? C'est une question d'appropriation du message. Il faudrait d'abord que nous, on remplisse notre rôle et on assume notre responsabilité de démocratiser l'information et de donner l'information aux citoyens. Aujourd'hui, le citoyen, quand il entend parler des changements climatiques, il ne comprend pas très bien. Ça a toujours été un débat de scientifiques. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité de donner l'information aux citoyens, de lui montrer que dans la vie de tous les jours, dans les pratiques de tous les jours, il peut participer et il peut aider, il peut contribuer à diminuer localement les gaz à effet de serre et à diminuer les impacts sanitaires que ces gaz ont sur la santé de ses enfants, de son milieu, etc. Je rappelle que dans notre parc automobile, on a 74% des véhicules qui sont âgés de plus de 10 ans. Ça aussi, vous disiez tout à l'heure, le renouvellement du parc. Alors, on va arriver bien sûr aux citoyens, la pollution qui émane du citoyen, on va parler de recyclage, de gestion des déchets, parce que c'est important, mais avant, je voudrais parler de recyclage, et justement, on a parlé d'industrie, industrie qui était localisée dans certaines zones, et là, il y a des exemples où, finalement, on peut se rendre compte que l'industrie peut être un exemple de, allez, on va dire exemplaire en termes d'environnement, c'est possible ?
On a souvent l'impression que ça coûte cher d'être vert. Alors, exemplaire, je ne sais pas, mais Unilever s'est engagé maintenant il y a 5-6 ans dans un grand programme, une stratégie en fait, qu'on appelle notre plan pour un mode de vie durable. Et en fait, l'idée, elle est assez simple. On est une entreprise, donc on a un objectif qui est de faire croître notre business, développer notre chiffre d'affaires, comme toutes les entreprises, c'est normal. Mais on veut faire ça, on veut découpler cette croissance de notre impact environnemental. C'est-à-dire croître, mais réduire notre impact environnemental et améliorer notre impact social. D'accord ? Et on fait ça pour une raison assez simple. On n'est pas des philanthropes, même si on veut tous faire le bien pour la planète et pour les gens. On fait ça parce qu'on est convaincu que si on ne le fait pas, les entreprises qui ne font pas ça sont mortes à terme. Elles n'auront plus de matières premières pour fabriquer leurs produits, elles n'auront plus de consommateurs pour consommer, elles n'auront plus d'eau pour associer ça à leur shampoing, leur gel douche. Donc on se dit, on n'a pas le choix. Donc on est parti de ça et on a construit un plan avec 3 grands axes. Un sur la santé et le bien-être, grâce à nos produits. La marque Signal en est une, par exemple. Les émissions de poussière qui sortent de nos usines, juste pour vous donner, je ne suis pas du tout un technicien, mais juste pour vous donner un ordre d'idée, la réglementation, je crois, nous oblige à avoir des émissions qui contiennent moins de 500 ppm par mètre cube. Aujourd'hui, on est à peu près à 5. Voilà. Et ces particules, voilà. Par million. Voilà. Donc, nous, on est à 5. Donc, on est à 100 fois moins. On fait ça par des filtres, par des investissements. Donc, on pense qu'on permet à contribuer à une meilleure santé, une meilleure hygiène au sein de la zone. C'est un exemple. Le deuxième grand pilier, au-delà de la santé et du bien-être, c'est les conditions de vie. Les conditions de vie de la communauté. Donc on fait des choses, par exemple, alors, auprès de nos employés, c'est tout bête, mais on est convaincu que la diversité, l'égalité des genres au sein de la société, c'est clé. 40% de nos managers sont des femmes, c'est probablement pas assez, mais on va dans la bonne direction. J'insiste là-dessus, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'environnement, mais c'est juste pour vous dire que c'est un modèle, c'est pas juste l'environnement. Et le troisième pilier, santé, bien-être, conditions de vie, c'est l'environnement. Et l'environnement, c'est probablement le plus important, c'est ce qui nous intéresse ce soir. On fait pas mal de choses, on est loin d'être parfait. Dans notre usine, mais on fait pas mal de choses. On a eu la chance d'avoir la visite de Madame la Ministre il y a quelques jours, ou quelques semaines. Et on était très fiers d'ailleurs. C'est la première fois qu'on avait la visite d'un ministre chez nous. On a pu lui montrer ce qu'on faisait, donc rapidement, sans rentrer dans trop de chiffres. Oui, c'est juste que vous avez, en gros, vous avez une unité qui permet de recycler les différentes choses que vous recyclez au niveau de l'usine. L'eau d'abord. Oui. Donc l'eau, on a réduit notre consommation d'eau de 35% depuis 2010. Comment on a fait ça? On recycle. La totalité de nos eaux sanitaires sont recyclées. On s'est équipé d'une station d'épuration et on recycle ces eaux sanitaires pour les envoyer vers les toilettes, que ça on ne recycle pas, d'accord, et pour utiliser ça comme eau de nettoyage, voire eau d'irrigation, parce qu'on a quelques espaces verts dans l'usine. Donc ça, c'est un grand pilier. Deuxième grand pilier qui est l'énergie. On a réduit de 34% notre consommation d'énergie en faisant plein de petites choses. Il n'y a rien de révolutionnaire. Et d'ailleurs, c'est des choses que peuvent faire les consommateurs. On a équipé toutes nos ampoules, sont des ampoules basse consommation. On a des détecteurs de mouvement partout. On réinjecte alors c'est un peu plus technique, mais pour fabriquer nos produits, on a besoin d'air chaud. On réinjecte ces airs chauds dans le système pour éviter de consommer du fioul ou du gaz. Donc on fait tout un tas de choses pour essayer de réduire la consommation. Déchets avec un compostage. Et alors j'y viens. Donc ça c'est la partie énergie. Les déchets, qui est probablement ce qui nous intéresse le plus, très intéressant. Donc les déchets, on a pris le parti en 2008. On avait 250 tonnes de déchets par an, à peu près 5 kilos par tonne. C'était probablement dans la moyenne supérieure de ce qui se passait. On avait deux choix, soit on disait on vit avec, soit on a une vision et on se dit on peut arriver à zéro. Donc, il y a 5 ans, on a dit on va aller à zéro déchet. On ne savait pas très bien comment on allait le faire, mais on a utilisé un réseau d'experts internationaux, on est une grande entreprise, et aussi un réseau d'experts locaux. Parce qu'en fait, au Maroc, il y a plein de gens qui savent travailler là-dessus. Oui, on va y arriver justement sur la gestion des déchets pour voir l'expertise locale qu'il y a. Et des fois, elle vient, je pense, d'endroits où on s'y attendrait pas. L'industrie, voilà, vous nous avez brièvement présenté on va dire le modèle d'une unité industrielle qui peut recycler. Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui est duplicable ? Oui, c'est sûr. Surtout que certaines industries en prennent conscience. Est-ce qu'on est arrivé à ce moment-là ? Et malheureusement, lorsqu'on parle des changements climatiques à l'échelle internationale, c'est les industriels qui en sont responsables. Et il faut le dire. Le budget carbone qu'on a, c'est-à-dire le total du budget carbone
pour lequel on peut se permettre pour ne pas avoir un réchauffement qui est supérieur à 2 degrés et qui peut être catastrophique parce qu'il est imprévisible et on ne peut même pas prévoir quelles sont les conséquences. C'est pourquoi la communauté internationale, elle s'est fixée d'ici 2100 pour ne pas dépasser les 2 degrés. Et lorsque je parle, j'ai bien aimé l'exemple d'un ami ce matin qui donnait l'exemple pour la température de l'homme. On est à 37 degrés, lorsque ça monte à 37,5, 37, 38, on commence à chauffer. 39, c'est vraiment, il faut voir le médecin, mais à 40, c'est catastrophique. La Terre, c'est la même chose. Lorsqu'on parle d'une augmentation qui est maintenant de 0,7 degrés, c'est énorme. Et lorsqu'on va vers 2 degrés, c'est catastrophique. C'est pourquoi toutes ces multinationales qui se sont vues en train de développer l'économie mondiale et aussi le bien-être, sans se soucier de l'atmosphère, parce qu'on a considéré que l'atmosphère, c'est quelque chose qui n'a pas d'importance internationale. C'est pourquoi on a séparé les terres, on a séparé les mers, mais l'atmosphère, on ne l'a pas séparée. Qu'est-ce qu'on s'est trouvé? On s'est trouvé avec des pays industrialisés qui ont, sur le capital qui existe, le budget qui existe, qui est de 2900 gigatonnes, on a déjà consommé 1900 gigatonnes. Il nous reste uniquement, d'ici 2100, 1000 gigatonnes. Et en 2011, uniquement, on a utilisé 311 gigatonnes. Donc c'est énorme lorsqu'on voit qu'on est en train de consommer rapidement ce capital et les consommer surtout par les pays les plus industrialisés. Et lorsqu'on a parlé tout à l'heure du Maroc, c'est bien qu'il n'est pas en train d'émettre, mais le problème qui s'est passé, c'est pourquoi au début, avant la convention de Kyoto, tout le monde s'est mis d'accord que la responsabilité elle est historique des pays industrialisés. Ils doivent payer. Ils se sont mis d'accord, ils ont fait tout le monde n'était pas des mécanismes de d'accord. développement propre, pas mal de choses. Donc, ils ont commencé à faire... sur les États-Unis, il y avait beaucoup de difficultés, mais les autres, ils se sont inscrits. Mais à partir de là, la Chine qui était à 2%, parce qu'elle ne s'est pas se soucier du modèle de développement, elle s'est trouvée la première, même au-devant des États-Unis. Et c'est pourquoi les pays industrialisés se sont dit, c'est pas possible, on ne peut pas parler toujours de la responsabilité historique, il faut parler d'une responsabilité commune. Et les pays en développement, ils ont dit oui, commune, mais différenciée. Et on est là à une responsabilité commune et différenciée. Et c'est là où il faut que le modèle de développement change complètement. C'est pourquoi on s'est fixé au début, d'ici 2100, il ne faut plus avoir d'émissions carbone. On doit être soit à 0 carbone, soit négatif, pour sauver la planète, qui appartient à tout le monde. Lorsqu'on parle de ça, il y a des climato-sceptiques, climato-sceptiques au Maroc, qui ne sont pas au courant de ce qui se passe à l'échelle internationale. Pourquoi? Parce qu'au début, il y avait tout le monde qui disait oui, c'est normal, les changements climatiques, ils existent depuis toujours. Il y en a qui disent non, c'est l'être humain qui est responsable. Et le GIEC, c'est un groupe de 500 à 900 chercheurs. On a 8 au Maroc parmi les 30 en Afrique. C'est formidable. Et ces chercheurs-là, ils se sont mis à analyser et à valider les recherches sur les changements climatiques. Et ils ont donné le premier rapport soumis au gouvernement, où il y avait une incertitude, le deuxième, le troisième, le quatrième, maintenant on est au cinquième. Les États, ils ont validé le cinquième, qui indique clairement que les changements climatiques existent. Donc il n'y a plus de pays maintenant officiellement qui peut discuter ça, et aussi, sauf la population qui n'est pas bien avertie. Madame la ministre, la croissance à tout prix qu'on peut avoir, là, je parle devant un businessman aussi, c'est la croissance à tout prix, est-ce qu'elle est compatible avec toutes ces mesures finalement de limiter l'impact sur l'environnement? En fait, moi, j'aimerais revenir, justement, pour en venir à la réponse de votre question, j'aimerais revenir sur ce que disait monsieur tout à l'heure concernant l'approche qu'il a adoptée au niveau de son usine. Au fait, c'est une approche de développement durable. Et je voudrais expliquer que le référentiel de toute la politique que maintenant nous avons mis en place au niveau national pour les changements climatiques est celui du développement durable. Nous avons commencé d'abord par promulguer une loi cadre portant charte nationale
de développement durable qui est venu en réponse à la Charte nationale qui a été initiée, enclenchée par Sa Majesté le Roi en 2008. Et donc cette loi cadre, elle repose au fait sur 3 piliers, vous les connaissez. C'est les piliers de développement durable, c'est l'économique, bien sûr, créer de la valeur ajoutée, qui est l'économie qui est accompagnée de l'ascension sociale et du développement social, et puis de la protection de la ressource ou de l'environnement. Et donc ce sont les piliers de cette loi. Mais cette loi a également 2 impératifs. Le premier, c'est que au niveau de la création de l'économie au niveau national, eh bien, la dimension de croissance verte doit être intégrée dans la politique de croissance nationale. Et le deuxième impératif, qui est transversal à toutes les politiques publiques, c'est l'intégration des changements climatiques comme un facteur structurel des politiques publiques. Et donc, nous avons une référence juridique qui est assise au niveau national et qui est obligatoire, parce qu'aujourd'hui, cette loi a prévu la réalisation d'une stratégie nationale de développement durable qui est, elle, qui est force de loi, et cette stratégie, elle est à mettre en œuvre obligatoirement par tous les départements ministériels, toutes les institutions de notre pays d'ici 2017. Alors, donc, on fait une petite pause et on reviendra juste après. Je vous laisserai continuer, Madame la Ministre. On parle de la COP21, on parle de la gestion des déchets et ensuite on parlera de la participation du Maroc à la COP21 et de son accueil en 2016 de la COP22. Les enjeux environnementaux du Maroc et aussi à l'international et la participation du Maroc à la COP21 fin novembre. On va essayer de comprendre ce que c'est que la COP21, hein, Madame la Ministre. Mais avant cela, j'aimerais quand même parler de la gestion des déchets. Parce que je vous ai coupé tout à l'heure, parce que je voulais qu'on le dise de manière claire. Aujourd'hui, on a parlé de l'eau, on a parlé d'émissions de gaz à effet de serre. Qu'en est-il de la gestion des déchets aujourd'hui au Maroc ? Je me permettrai de vous interrompre parce que je voulais expliquer quelque chose. Oui, je vous laisse finir. J'ai pas fini de vous répondre. Alors, juste pour revenir à l'exemple de monsieur et à répondre à votre question qui est est-ce que l'environnement n'est pas en contradiction avec le développement. La croissance à tout prix. Ou la croissance à tout prix, comme vous avez dit. Depuis des années, je crois que c'était en 93, le ministère du Commerce et de l'Industrie marocain avait lancé un programme qui s'appelait le DIED, Développement industriel durable. Et nous avions dans le temps travaillé sur de nombreuses unités industrielles, audité des unités industrielles pour leur démontrer qu'ils pouvaient produire en économisant l'eau, l'énergie, la matière première, les intrants, l'optimisation des intrants, et puis diminuer la quantité des rejets qui sortaient au niveau de l'usine, etc. C'était très difficile en 93. Pourquoi? Parce que tout le monde avait peur du contrôle. On pensait qu'en ouvrant les portes de l'industrie à l'administration, eh bien, on était plus protégés. Aujourd'hui, les industriels, je pense, sont conscients de plus en plus que l'eau devient plus chère, l'énergie est chère, elle n'est plus subventionnée, en partie. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a une véritable prise de conscience et il faut que de notre côté, en tant qu'État, on fasse le travail pour réglementer, mais et que de l'autre côté, les industriels puissent implanter les mesures. Je voulais juste vous faire agir sur la croissance à tout prix. Vous êtes vous êtes dans le business. Est-ce qu'aujourd'hui, vous devez vous développer? L'exemple, c'est un exemple parmi d'autres, mais est-ce que c'est intégré? Est-ce qu'on peut avoir des plans de développement industriel en se disant, faisant des investissements qui peuvent être parfois assez lourds dans l'environnement? Alors justement, mais revenons aux déchets, parce que je pense que c'est le meilleur exemple. On a fait des investissements dans notre usine pour arriver à ce zéro déchet à la décharge. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucun déchet non dangereux qui n'est pas recyclé et qui va à la décharge. Donc on est à zéro. Qu'est-ce qu'on a fait? On a investi. Donc on a investi dans une déchiqueteuse qui nous permet de déchiqueter les emballages, notamment qu'on appelle contaminés, qui ont été en contact avec de la poudre, par exemple, la poudre de lessive, ce qui nous permet de vendre ces emballages, une fois déchiquetés, à des cimentiers ou à des plasturgistes. On les vend, c'est un centre de profit. On compacte nos emballages qu'on a déchiquetés, ce qui nous permet de réduire notre capacité de stockage et de réduire le transport. Et donc, by the way, de réduire l'impact, les émissions de gaz à effet de serre liées au transport de 80%. Donc on a réduit notre capacité, notre volume de déchets de 80%, rien qu'en achetant une compacteuse, ce qui ne coûte pas si cher que ça. Les palettes de bois
On est un gros utilisateur de palettes de bois puisqu'on distribue à travers le Maroc, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a beaucoup qui nous reviennent cassés. On pourrait les bazarder. Non, on essaye de les réparer. Parfois, on n'y arrive pas. Quand on ne les répare pas, on les recycle en panneaux à particules. Et puis d'ailleurs, celles qu'on peut pas, parce qu'il y a des chutes, on les donne au rural, les paysans du rural qui se chauffent avec. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que les déchets, c'était un manque à gagner il y a 5 ans de 1,6 million de dirhams par an pour Unilever. D'accord? Aujourd'hui, on fait du profit. C'est-à-dire qu'on a transformé la gestion des déchets d'un centre de coût lourd en un centre de profit, avec quelques investissements. La station d'épuration, ça a coûté un peu d'argent, la compacteuse et la déchiqueteuse, ça a coûté un peu d'argent, mais c'est rentable. C'est rentable comme tout autre investissement industriel. Quand vous êtes un patron d'entreprise, vous investissez, vous savez que ça vous prend 2, 3, 4 ans avant de devenir rentable. C'est normal. La récupération de la poussière vous a permis de gagner 400 tonnes. Oui, absolument. 400 tonnes par an. En récupérant juste les poussières les petites poudres de lessive, on les réinjecte dans le système. C'est de la système. Bien sûr. C'est de la lessive. Bien sûr. D'accord. Vous avez des profits comme ça au niveau de... Il y a un centre national qui s'appelle le Centre national de production propre, qui a fait des études à travers le Maroc. Et d'ailleurs, moi, j'ai participé dans ces études. Et qui a démontré que ce n'est pas incompatible. L'industriel pouvait gagner de l'argent en introduisant ces pratiques propres à l'intérieur de l'usine. Maintenant, je pense que il y a un travail à faire du côté des industriels, mais il y a un travail à faire du côté de l'État pour réglementer quand vous payez pour traiter vos eaux, obligatoirement, vous allez réfléchir à diminuer la consommation pour produire moins, pour payer moins la redevance. Et c'est comme ça que ça s'instaure. C'est des mécanismes. Avant qu'on explique la participation à la COP21, j'aimerais juste parler de la gestion des déchets. Parce qu'il y a quand même des exemples assez incroyables que moi j'ai découvert. Aujourd'hui, les déchets, la France, je pense qu'on est à 68% de recyclage des déchets. L'Allemagne, c'est 64%. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à recycler nos déchets? Aujourd'hui, on est à moins de 8% de taux de recyclage, malheureusement, de déchets. Notre politique, et c'est ce que je voulais vous expliquer, de développement durable, parce qu'au fait, on a instauré cette politique de développement durable et de vision intégrée de gestion des déchets au niveau du département de l'environnement et du ministère de l'Intérieur, a pour objectif d'augmenter le taux de recyclage actuel qui était prévu de passer à 20% en 2020, a prévu d'aller vers des taux de valorisation dépassant les 50%. Et je pense que vous avez été témoin de la création de plusieurs filières au niveau du secteur de déchets au niveau national. Ce sont des filières qui ont été montées avec des industriels, les opérateurs et toutes les parties prenantes qui sont impliquées dans la gestion de ces déchets et avec lesquelles nous avons signé des conventions. Nous nous sommes convenus des investissements à apporter, des subventions éventuelles à apporter quand il le faut, mais aussi des écotaxes ou des éco-contributions qu'ils vont devoir payer à l'État pour écoutez, oui. Dans la nouvelle loi de finances, on a fait baisser d'un demi-point, non? Oui, je salue la CGM et les plasturgistes qui ont eu, qui ont participé avec cette écotaxe plastique, parce que c'est grâce à cette écotaxe plastique que nous avons pu lancer les 18 centres de valorisation qui sont prévus au Maroc, 18 centres de tri sont prévus et dont la construction va commencer l'année prochaine. C'est grâce à cette écotaxe que nous avons pu sauvegarder le travail de 10 000 personnes qui travaillaient dans les chiffonniers, comme on dit. Alors, on va en parler parce que ça c'est intéressant comme expérience. On regarde un sujet, on en reparle juste après. En termes d'action pour l'environnement, le Maroc a depuis longtemps témoigné son engagement tant au niveau national que mondial. Depuis les années 70, le Royaume a entériné une batterie de conventions et a créé des lois pour la lutte contre la pollution. Dernier engagement en date, le 2 juin dernier, celui en faveur de la conférence internationale sur le réchauffement climatique qui se tient en décembre à Paris. En effet, le Royaume fait figure de bon élève. Il a été le 2e pays africain à déposer son projet de contribution sur les changements climatiques.
Une portée symbolique, car quand il a adhéré au protocole de Kyoto en 2002, le Maroc, en tant que pays en développement, n'était pas tenu à engager des actions pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, le Royaume est en bas de la liste des plus grands pollueurs mondiaux, mais il s'engage tout de même à réduire ses émissions de 13% à l'horizon 2030, avec une contribution particulière de secteurs tels que l'énergie, l'industrie et les transports. Et en parlant d'énergie, le Royaume s'est également engagé à réduire de 15% sa consommation d'ici 2025. Si le Maroc s'attelle autant contre les effets de la pollution, c'est qu'il risque gros, car l'un des poumons de son économie subit de plein fouet le changement climatique. On parle naturellement du secteur agricole. Et là, les défis sont gigantesques. D'abord, le défi de l'eau. Développer des techniques pour optimiser l'irrigation et puis stopper l'érosion hydrique. Comment ? En réduisant la surface céréalière au profit des arbres fruitiers. Tout cela coûte de l'argent. On estime les besoins financiers à 45 milliards de dollars étalés sur 15 ans. Le compte à rebours a commencé pour la conférence sur le climat COP21 prévue à Paris, mais il a également commencé pour la COP22, le prochain rendez-vous sur le climat qu'abritera Marrakech en 2016. Alors bien sûr, on va parler de la COP21. J'aimerais juste revenir, pour finir, sur la gestion des déchets, pour que les gens comprennent. Et vraiment, lorsqu'on voit des gens dans les rues, dans les villes, en train de fouiller dans les poubelles, est-ce que, et puis bon, il y a eu beaucoup d'exemples, est-ce qu'on peut faire, est-ce que vous pouvez nous expliquer, ce sont les fameux Michela, hein, qu'on appelle ces chiffonniers, quel rôle ils ont exactement ? Oui, si vous permettez, avant de parler de ça, j'aimerais bien réagir à ce qui a été dit pour tout ce qui est gestion des déchets. C'est vrai que les déchets, ils représentent un vrai problème parce que le modèle de consommation et de production qu'on a suivi, si on suit celui des États-Unis, on aurait besoin, avec l'empreinte écologique, de 3 à 4 planètes. Et c'est ce qui s'est passé maintenant avec les Chinois qui commencent à chercher ce modèle de développement. Et donc on est allé vers un sens où la production est maximale pour des choses qui sont vitaux, mais pour des choses qui sont complémentaires, parfois inutiles, mais aussi avec des déchets qui sont avec des excès énormes. Et s'il n'y a pas une vraie politique, et on salue les entreprises qui sont engagées volontairement au Maroc et dans d'autres pays, mais il y a pas mal d'entreprises qui ne peuvent pas s'engager volontairement et qui touchent à la compétitivité parce qu'ils cherchent les solutions les plus faciles, de rejeter partout, etc. La solution avec le ministère de l'Environnement, c'était un petit peu d'instaurer les centres de tri, mais nous, on dit qu'il faut une mobilisation nationale de tout le monde. C'est pourquoi on a instauré, avec le ministère de l'Environnement et une fondation de Rosos, un projet de coproduction de la propreté, parce qu'on croit que vraiment le tri sélectif, ça doit être à l'amont, à la maison. Et c'est possible. On a travaillé sur, l'année dernière, dans 16 villes, on a un certain nombre de quartiers, comme quartier Chouada, à Insba, d'autres à Tétouan, etc., qui ont commencé ce tri sélectif avec la valorisation, toute la chaîne de valorisation. Maintenant, on travaille sur 22, si vous permettez, et ces quartiers qui font le tri sélectif sont des Marocains, et c'est un tri vraiment extraordinaire. Ça veut dire. Marocains dans les quartiers. Pourquoi? Parce que vous voulez dire que c'est possible chez nous? C'est possible. Mais absolument. Mais c'est très important que je vous explique pourquoi. D'abord, la création des centres, parce qu'il n'est pas question de demander aux citoyens de faire un tri sélectif si ça sert à et rien. puis de remélanger l'ensemble pour aller à la décharge, comme ça se fait à Bni Mellel. Vous savez qu'à Bni Mellel, ils ont mis en place le tri sélectif, ce qui est exceptionnel. Mais aujourd'hui, tous les quand déchets... on dit tri sélectif, c'est quoi? On a verre, plastique, organique? Au fait, on n'a pas opté pour ce type de tri au niveau national parce que ça coûte cher, nos communes n'ont pas les capacités et puis c'est compliqué pour le citoyen. Nous avons opté pour 2 poubelles. Une poubelle pour la matière organique et une poubelle... Les épluchures de légumes, voilà, etc. tout ce qui est vert et une poubelle pour tout ce qui est sec, organique, non organique. Et donc, le camion va venir une fois par semaine, on verra en fonction des villes, récupérer la matière sèche pour l'amener au centre de tri. Maintenant, pour vous répondre sur le chiffonnier, les chiffonniers pour lesquels j'ai une grande estime, rendre
rendent un service à l'État. Il faut le reconnaître. Ce sont des gens d'abord... Je veux juste préciser, parce que quand on voit dans les villes, on a vu apparaître notamment à Casablanca ces grosses espèces de gros containers, tout le monde se plaignait. Alors, on mettait les ordures à l'intérieur, et puis le lendemain matin, on voyait tout sorti de la poubelle. Alors les gens se plaignent, mais finalement, si vous allez voir, vous tombez sur des gens qui sont en train de trier, ils sont en train de trier. Écoutez, non mais il faudrait qu'on se rende à l'évidence qu'il y a un besoin et que ce métier existe au Maroc. Le chiffonnier existe. Il y a 3400 personnes qui vivent à Casablanca au niveau de la ville et 800 personnes au niveau de la décharge qui vivent à partir du recyclage dans la rue. Et donc nous, il faut qu'on ouvre les yeux. Il faut qu'on réponde à ce besoin. Ces gens-là existent, ils ont un travail, ils font ce travail. On ne les paye pas. Aujourd'hui, il va falloir les formaliser, leur préparer les conditions sanitaires et hygiéniques respectables et dignes du métier et du service qu'ils rendent à la communauté, parce que le déchet recyclé, c'est 27% des déchets ménagers. Alors prenez ça sur le déchet de Casablanca, qui est de 3500 tonnes, ça vous fait autour de 1000 tonnes ou 1600 tonnes par jour. Ce n'est pas rien. Il n'y a personne d'autre pour le faire. Il n'y a personne. Voilà. Et d'ailleurs, dans le même sens, du point de vue, les Marocains, ils sont très sensibles. C'est vrai, ça diffère d'un quartier à un autre. Il y en a qui sont un petit peu difficiles, mais il y en a des gens qui sont vraiment prêts à ça parce qu'ils croient que c'est impossible en ce siècle qu'un Marocain comme nous, ces Mikhales sont des citoyens à plein entier, que je mélange tous mes déchets et je le laisse en train de trier à l'intérieur de tout ça. Et parce que le tri sélectif, lorsqu'il est bien fait, d'abord le papier n'est pas mouillé, et donc on peut l'utiliser. Le plastique est propre, donc on ne peut pas parce qu'il y aura un coût de transport, un coût de lavage et un coût de recyclage qui est trop cher. Alors que des petits gestes à la maison, ça permettra de garder la dignité à ses citoyens. Il faut expliquer que le tri a posteriori coûte très cher. C'est ça, une fois que c'est fait. C'est organisé. Juste, Monsieur Etienne, vous n'avez pas fini. Parce que j'aimerais vraiment parler de la COP 21. Juste en 2 secondes, c'est très important parce que je pense que les industriels ont un rôle à jouer. Les sociétés comme Unilever et d'autres qui parlent aux consommateurs, d'abord parce qu'ils distribuent les produits, parce qu'ils font de la publicité, parce qu'ils distribuent dans des magasins, et Dieu sait s'il y a beaucoup de magasins au Maroc, on a un rôle à jouer pour éduquer. On parlait récemment avec Madame la ministre des petits sachets de shampoing que nous et d'autres vendons. Il y a 1 milliard de sachets de shampoing. 1 milliard. 1 milliard qui vont dans la nature. Qui vont dans la nature tous les ans. Et malheureusement, parce que souvent c'est utilisé sur la plage ou près d'un oued, ça finit un peu partout. On a un rôle à jouer d'éducation. Donc on va essayer de lancer quelque chose ensemble sur ce sujet. Mais s'il n'y a que nous qui faisons quelque chose, voilà, on va être un cheval de Troie chez le consommateur. Mais je pense qu'il faut qu'on soit plus vraiment sujet. Je dirais que le Marocain a toujours fait ce travail. Il y a très longtemps, on pratiquait le recyclage chez nous. Il y avait la personne qui venait chercher le pain, l'autre qui venait chercher le plastique, etc. Ça existait. Et puis le Marocain est citoyen. Il faut lui donner les alternatives et les solutions. Si le Marocain trouve les poubelles, eh ben, il va jeter les ordures dans les poubelles. Et il faut intégrer cette population de chiffonniers qui rendent service aux villes marocaines. Ça pourrait faire l'objet d'une seule émission, parce qu'il y a des exemples qu'on regarde. Alors, la COP 21, s'il vous plaît, madame, messieurs, pour qu'on sache, vous allez vous rendre à la COP 21, bien sûr. Quel enjeu pour le Maroc d'être présent à la COP 21 suite à la visite de François Hollande et l'appel de Tanger? Vous allez à la COP 21, le Maroc va accueillir la COP 22. En quoi c'est important que le Maroc formule sa contribution? Eh bien, écoutez, la COP 21, la préparation, l'accompagnement de la COP 21 a commencé depuis 1 année déjà. Le processus d'une COP, c'est toujours 3 années. C'est la première année où on accompagne la présidence montante. Et au moment de la présidence, le Maroc prend la seconde année, devient la présidence montante, et ce n'est qu'en 2017 que le Maroc, ou fin 2016, que le Maroc devient président pour 1 année qui est celle de 2017. Donc c'est une COP extrêmement importante pour le Maroc parce qu'elle va conditionner le travail qui sera fait par le Maroc en 2016. Et donc le résultat de la COP 21 est un résultat qui va conditionner toutes les préparations et tout ce qui va être recherché au niveau de la COP 22. Le Maroc sera
présents en force. Je pense que nous serons une délégation de délégués officiels de 150 personnes, avec une centaine de personnes qui vont représenter la société civile. Le Maroc aura 3 pavillons au niveau de Paris, un pavillon de vie de la communauté et des délégués marocains où on va présenter les coalitions. Le Maroc est en train de travailler sur les coalitions, dont la coalition sur les déchets solides, et un pavillon qui sera animé tous les jours par des side events thématiques du thème de la journée de la COP. On aura un pavillon officiel, c'est un pavillon où on va lever le rideau sur le logo de la COP22. On va présenter aux Nations Unies notre vision pour la COP22 et puis le budget de la COP, etc. Donc il y a un pavillon officiel. Juste pour les gens qui nous regardent, qui vont se dire, mais nous, Maroc, qu'est-ce qu'on fait là-bas et à quoi ça va nous servir d'accueillir la COP22? Mais c'est vrai, le symbole est important. Extrêmement important, pardon. Donc, c'est vrai que la COP22, d'abord, c'est une reconnaissance par rapport aux efforts du Maroc, qui a opté pour 42% d'énergie renouvelable d'ici 2020, avec 15% actuellement, qui a opté pour une contribution à 32% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc, cette reconnaissance, normalement, il a permis à l'IMA de lui attribuer cette... Madame la ministre l'a défendu, on était là en tant que société civile. C'est pour que la COP de décision qui est à Paris sera succédée par la COP de l'action à Marrakech. Et ça a été bien dit. La société civile marocaine, organisée avec l'ensemble des réseaux d'ONG et des principaux du Sud, du Nord et du Centre, etc., qui ont formé l'Alliance marocaine pour le climat de développement durable. Et là, pour objectif d'abord de contribuer, ça fait 10 ans qu'elle travaille de manière parallèle avec le groupe africain. C'est aussi d'avoir une grande représentation cette année pour un petit peu appuyer l'action associative pour faire exercer pression sur les négociateurs, surtout des pays industrialisés, pour vraiment arriver à un accord qui permet à l'Afrique d'avoir un certain nombre, le fonds vert de 10 milliards de dollars et 100 milliards de dollars d'ici 2020. Et il y a des réticences, il y a parfois des jeux de report de décision, et c'est la société civile qui a été toujours l'initiative, qui a pris l'initiative. Finalement, le Maroc n'est pas là pour, on va dire, faire un peu la leçon à certains grands pays qui sont réticents à avoir des engagements beaucoup plus fermes en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Permettez-moi d'abord de donner ma vision ou ma réponse pour votre question. Le citoyen marocain va se poser la question, pourquoi le Maroc et la COP22? Pourquoi on aurait? D'abord, la COP... On peut se dire qu'on a d'autres préoccupations. Exact. La COP est l'événement, un des plus grands événements qui va mettre le Maroc au cœur de la diplomatie mondiale. C'est un événement où on va attendre entre, je dirais, 20 000 et 30 000, tout dépendra de nos capacités, 30 000 délégués et visiteurs participants qui vont venir à la COP. 3 000 journalistes. C'est un événement où on aura la société civile qui représente le monde entier qui sera là. Et c'est un événement qui va permettre de mettre de la lumière sur toutes les réalisations et les efforts qui ont été faits par le Maroc, que ce soit sur le plan renouvelable. Pas seulement, parce qu'on parle de développement durable, monsieur. Sur le plan développement durable, sur le plan droits humains, quand on a régularisé la situation des 34 000 migrants qui sont des réfugiés climatiques, c'est une question de droits humains pour le Maroc, mais c'est aussi une question de changement climatique. Et donc tous les efforts qui ont été faits par notre pays seront
mise à jour au niveau pour la communauté internationale. Bien sûr, les impacts promotionnels et de rayonnement du Maroc sont sans aucune mesure. C'est l'événement historique pour notre pays. Et c'est pas un hasard qu'il soit porté par Sa Majesté le Roi, qui a à travers l'appel de Tanger, à travers son discours pour les ministres de l'ICESCO, les ministres islamiques, des États islamiques. Et donc, c'est un événement extrêmement important, un, pour le rayonnement du Maroc, et deux, pour son impact sur le Maroc et sur l'Afrique. Parce que nous faisons partie du groupe africain, nous défendons les intérêts du groupe africain et nous donnons également, nous les défendons au sein des négociations. Et M. Xivi a expliqué comment se passaient les négociations. Nous, on dit nous sommes un pays, nous sommes un continent peu producteur de gaz à effet de serre, peu polluant. Je posais comme question. On est très peu, on a des engagements, on oui, doit mais réduire attention. de 13% les émissions de gaz à effet de serre. Nous, on représente, excusez-moi, passez-moi l'expression, les peanuts sur l'échiquier mondial. Alors, symboliquement, qu'est-ce que ça représente? C'est extrêmement important parce que M. Xivi l'a expliqué, à Copenhague, on s'était mis, quand le dernier rapport du GIEC est tombé, c'était le 4e rapport, toutes les parties, tous les États se sont mis d'accord qu'il fallait absolument que tout le monde participe aux efforts de diminution des gaz à effet de serre. Vous savez, le ciel, c'est comme une décharge. Il faut l'imaginer comme une décharge sauvage. Tout le monde émet ses rejets dans cette décharge. Et puis, personne ne contrôle, personne n'évacue, personne ne traite. Et là, on arrive à une limite où c'est tout le ciel qui devient cette décharge. Et donc, le GIEC a démontré qu'il fallait que les pays industrialisés diminuent de 80% leurs gaz à effet de serre et que les pays en voie de développement diminuent de 20% leurs gaz à effet de serre si on veut arriver à cet objectif dont parlait M. Xivi. Oui, pour expliquer bien aux citoyens de manière plus simple, lorsqu'on a des changements climatiques réels, comme ce qui s'est passé à Gulmim, par exemple, l'année dernière, avec des pluies torrentielles, ce qui tombe en une année peut tomber en quelques heures, ça s'est passé aussi en France, dans d'autres pays du Nord et du Sud, et ces événements sont de plus en plus fréquents, ils vont être plus fréquents. Les gens qui habitaient là-bas, il y en a qui ont vu leur toit tomber, alors qu'il a été fait par du matériaux locaux. Et généralement, il aurait pu durer pendant une centaine d'années, comme ce qui s'est passé avant. Mais parce que le climat change, cette population, il y en a qui ont perdu la vie. Et lorsqu'il perd la vie, il peut se sentir, on peut se demander qui est responsable. Oui, il est responsable, lui, parce qu'il aurait pu faire un toit plus dur, plus fort, mais aussi c'est l'État qui n'a pas bien anticipé, accompagné. Mais en plus de ça, c'est aussi les pays industrialisés, parce qu'à cause d'eux, le climat a changé. Et donc cette personne, elle a été touchée à cause de ce climat. Et la même chose, lorsqu'on a vu les routes qui ont été emportées, on a vu les ponts qui ont tombé. Normalement, comme disait le ministère de l'Équipement, avec par exemple, pour une route avec de 20 cm d'épaisseur, c'est rien pour donner un exemple, elle peut durer une centaine d'années, mais à cause des changements climatiques très forts dans une région où on n'a pas l'habitude, ça a été emporté. Donc pour résister, il faut faire 100 cm. Et en faisant 100 cm, au lieu de faire 1000 km, on va faire uniquement 100 km. Alors qui c'est qui va payer tout ça? Ça s'appelle l'adaptation. Et cette adaptation, elle concerne aussi bien les constructions, l'infrastructure, que l'agriculture, que la santé. Et cette adaptation, ce n'est pas financé par les pays du Nord. Les pays du Sud, ils ne peuvent pas les faire parce que c'est eux qui sont les plus impactés par rapport aux autres. Il y a aussi les pertes et dommages. Il faut qu'il y ait des indemnités à ces gens. Et c'est pourquoi il y a un fonds vert maintenant pour payer ces gens, pour l'adaptation. Les pays du Nord, ils disent, voilà... les gens. Oui, payer les projets. C'est ça, les projets des États pour s'adapter. Ça profite certainement aux citoyens. Et il y a aussi les pays du Nord, ils insistaient toujours pour que le budget va vers l'atténuation, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, etc. Mais les pays du Sud, ils disent non, il faut absolument qu'il y ait 50%, 50%. À Lima, ça a été accordé. Alors, pour donner un exemple... Je vais juste demander à Jean-François Etienne, fait partie d'une multinationale qui est présente quasiment à travers le monde. Lorsque vous voyez le Maroc agir de cette manière-là, est-ce que vous dites, finalement,
on a raison d'être installé ici. Je veux dire, quand on voit cette démarche qui est quand même assez inédite dans le monde pour un pays émergent, en voie de développement, appelez-le comme vous voulez. Oui, alors je ne ferai pas de commentaire sur le monde, hein, c'est un Non, peu immodeste, oui, mais sur le Maroc, bon. ce que je peux dire, c'est que la COP 21, la COP 22, c'est une fantastique opportunité pour l'industrie, pour le privé, de monter à bord du bateau. Parce qu'en fait, la COP 22, c'est avant tout, même si le privé est en train de venir, c'est avant tout une initiative publique, d'État, etc. Et je pense que le vrai enjeu, et c'est pour ça que c'est une chance inouïe pour le Maroc, le vrai enjeu, c'est qu'on arrive à créer cet élan dans le privé. Par le partage de bonnes pratiques, c'est ce qu'on essaye de faire, par les coalitions que Madame la Ministre a lancées. C'est ça le vrai enjeu. Parce que si le privé s'y met pas, on n'y arrivera jamais. Si je prends l'exemple de ma zone de Sidi Bernoussi, s'il y a que Unilever et quelques autres sociétés qui font des trucs bien, on n'y arrivera pas. Il faut mutualiser, il faut entraîner différents, il faut créer des écosystèmes. C'est ça la nouvelle dynamique de la COP actuellement. Alors ça sera le dernier mot, Madame la Ministre. C'est la nouvelle dynamique de la COP depuis 2 ou 3 COP maintenant. On s'est rendu compte qu'avant les COP, c'était un processus d'État où les partis institutionnels négociaient entre eux et que c'était une question de ministre de l'Environnement. Aujourd'hui, on se rend compte que les changements climatiques, c'est une affaire des plus hautes politiques des pays. D'ailleurs, de nombreux présidents, rois, etc., interviennent directement et portent ce projet. La COP française est portée par le président français, la COP marocaine est portée par notre roi, et il n'y a plus que les ministres de l'Environnement qui s'occupent de la COP. Maintenant, c'est tous les ministres, c'est le secteur privé qui est autour de la table des négociations, une problématique les territoires, et intégré le citoyen. Je suis obligé de vous couper, Madame la Ministre, parce qu'on est arrivé à la fin. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir passé 60 minutes à essayer de comprendre. On en fera d'autres, parce que l'environnement, c'est quand même un sujet assez important. Excellente soirée sur Média TV. À demain.